Et bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo, première vidéo de 2025. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une excellente année. Je souhaite en tout cas qu'elle vous soit plus clémente peut-être que la précédente, qui n'a pas toujours été d'une grande douceur. Je dois dire que cette nouvelle année a déjà commencé un petit peu sur les chapeaux de roue et je pense que c'est pas fini, on n'a pas, on n'a pas terminé d'en entendre parler. Je voulais vous faire une vidéo parce que on est un tout petit peu après les fêtes de fin d'année, après Noël et compagnie, et je me doute que, excusez-moi, j'ai le passage d'un petit chat, je me doute que certainement certains ou certaines d'entre vous ont eu pour Noël un nouveau jeu ou des nouveaux jeux et que peut-être il aurait été intéressant de se plonger dans la méthodologie du que faire quand on a un nouveau jeu, parce qu'on peut évidemment, à moins que vous ne soyez déjà évidemment totalement formé à l'art de la manipulation des jeux, auquel cas ça n'aura pas de mystère d'avoir un nouveau jeu entre les mains, mais pour ceux et celles qui ne sont pas forcément très coutumiers de la manipulation des cartes et des oracles, comment fait-on? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Par quoi on démarre? C'est quoi un peu le b.a.-ba pour essayer d'apprivoiser voilà un nouveau jeu. Donc on va regarder un petit peu toutes les choses qu'on peut faire, toutes les choses qui sont faisables, toutes les choses qui sont intéressantes à faire en tout cas. Et puis, il est aussi très important de comprendre que parfois, il y a des jeux avec lesquels on va avoir plus de facilité que d'autres. C'est comme ça fait malheureusement partie du deal. C'est comme avec les individus, les jeux, c'est exactement comme les personnes. Il y a des personnes avec lesquelles on va bien s'entendre très facilement et d'autres avec qui la communication sera un petit peu plus compliquée. Et d'autres, alors là, c'est même pas la peine d'essayer, on sait que ça ne passera pas. Il y a aussi parfois des petites surprises intéressantes. C'est qu'il y a des jeux qui, comme des personnes à l'extérieur, vous donnent le sentiment de oh, ça va être fantastique, il faut absolument que ça communique entre nous, et en fait ça marche pas du tout, alors que la volonté y était. Et puis à l'inverse, vous allez avoir des jeux comme certaines personnes qui vont pas forcément vous inspirer de fou, et dès l'instant où vous mettez la main dessus, il se passe des trucs absolument magiques. Donc c'est toujours intéressant évidemment de partir, particulièrement au moment où vous achetez vos propres jeux, si vous-même vous choisissez vos jeux, évidemment, donc pas dans le cadre où on a un cadeau. Mais quand vous choisissez vos jeux, évidemment, c'est intéressant d'y aller avec notre élan, avec notre envie, avec le truc qui nous inspire, où on voit le jeu, on se dit « Ah, celui-là, je le veux entre les mains, je veux absolument essayer, je veux tester, je sens qu'il peut se produire des choses. » Mais ensuite, quand on a effectivement des jeux qu'on reçoit en cadeau, c'est compliqué parce qu'on reçoit en réalité ce que la personne qui l'a offert aurait peut-être espéré recevoir. Et donc, on est obligé de se confronter peut-être un peu quelque part à la volonté de l'autre ou simplement au goût de l'autre. Et puis, les goûts des autres, c'est pas forcément les nôtres. Et moi, je vois par exemple avec Michael, mon chéri, on n'a pas du tout les mêmes goûts en matière de jeu. Et il y a des jeux qui, lui, vont lui parler extraordinairement, avec une grande facilité. Moi, je reste complètement le bec dans l'eau. Et à l'inverse, moi, j'ai des jeux où c'est d'une limpidité. Et lui, il y comprend un beignet. Voilà. Alors, évidemment, il y a plusieurs types de jeux. Il y a des jeux de catégories différentes. Et c'est vrai que, par exemple, si on met entre les mains de quelqu'un un oracle des origines, qui est le jeu que moi j'ai fait, forcément, moi, il va me parler tout de suite, puisque c'est moi qui l'ai fait. Mais pour d'autres, effectivement, si on n'a pas la connaissance, par exemple, astrologique, ça va pas être très parlant. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un jeu? Alors, j'ai plusieurs jeux, on va regarder un petit peu au pif, quand on a différentes catégories de jeux. J'en prends 2-3 là, autour de moi. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui peut se passer avec... Tiens, lui, pourquoi pas aussi, ça peut être ouais, il est rigolo en plus, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu. J'en ai pas parlé, j'avais dit que j'allais en parler, j'en ai pas parlé. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a nos jeux? La première chose, c'est juste, pour l'instant, de ne pas intellectualiser le jeu. En premier, simplement, on se laisse aller à regarder le jeu de manière vraiment très innocente, très enfantine. On regarde, qu'est-ce que ça nous donne comme impression, comme sensation, de quoi ça a l'air de parler, qu'est-ce que ça a l'air de représenter, quelle est un peu je pourrais dire la signature graphique du jeu. Voilà, quel est le style là, par exemple. Ici, on a un jeu que moi j'aime beaucoup, qui est l'Eloquentiam, qui est un jeu qu'on utilise pour faire de la communication avec les animaux. Hop, je vous montre la boîte. Voilà, l'Eloquentiam, je trouve que c'est une petite pépite. Il est très joli, il est très simple dans son utilisation, mais c'est un jeu qui est... voilà, je vous donne un petit peu les informations pour ceux que ça intéresserait. Voilà, donc vous avez l'auteur qui est Magali Fondbaron, voilà, un superbe jeu, mais qui est un style graphique assez simple, assez coloré, assez presque enfantin. De l'autre côté, vous allez avoir par exemple ce jeu-là,
qui est le jeu de Yagel Didier, si je dis pas de bêtises, qui est dans un style beaucoup plus artistique, un peu peinture, parfois un peu sombre aussi, hein. Donc on est moins sur quelque chose de léger, même si on a des cartes qui sont un peu colorées, voilà. Donc c'est pas tout à fait le même style. Vous pouvez avoir également celui-ci qui est l'Oracle du Soleil, qui est un des jeux que je préfère utiliser, mais qui est dans un style un petit peu vieux parchemin médiéval. Voilà, c'est pareil, ça va pas parler non plus à tout le monde. Vous avez, bon, évidemment, hein, le tarot de Marseille, comme d'habitude, hein, c'est l'incontournable, ça je pense que j'ai pas besoin de le présenter, c'est comme le Béline, voilà, ça fait partie un petit peu des pierres fondamentales. Et puis vous avez par exemple voilà ce jeu dans ce style-là qui est un petit Lenormand. Donc l'idée c'est simplement pour l'instant de regarder, simplement on regarde bêtement les cartes, sans s'interroger sur ce que ça peut vouloir dire, simplement on regarde c'est quoi le sujet qui est abordé, c'est quoi la dynamique, c'est quoi la tonique graphique, est-ce qu'on est plus sur de la douceur, est-ce qu'on est sur des choses un peu plus sombres, est-ce qu'on est sur des choses qui ont l'air d'être plus anciennes ou plutôt modernes. Voilà, je sais pas si j'ai pas des jeux un peu résolument modernes dans le coin. Non, j'ai pas spécifiquement d'autres exemples à donner. Ah si, éventuellement, si, je peux avoir lui, par exemple, le Disassemble de Tarot. Voilà, donc on regarde simplement un peu le style, et puis est-ce qu'il y a ensuite une espèce de structure qui peut se dégager des cartes. Donc là, on va regarder, en deuxième plan, on va regarder la structure des cartes, et on regarde un peu ce qui compose les cartes. Donc là, vous avez, par exemple, sur l'Eloquentium, vous avez simplement une grande illustration, puis vous avez un titre en bas, voilà, c'est assez simple. Sur le Tarot de Marseille, vous avez l'illustration, vous avez le numéro de la carte en haut, le titre de la carte en bas. On peut remarquer parfois que certaines cartes ont des différences. Lui, par exemple, il n'a pas de numéro, alors que on avait tout à l'heure l'Arcane 13, je sais pas du tout, il est passé, voilà, qui n'a pas de nom. Et puis on peut regarder par exemple comme ici là sur l'Esmeralda, le Normand, on va avoir des petits symboles sur les coins des cartes. Hein, puis on a aussi les inserts, hein, ce qu'on appelle les inserts cartomantiques, c'est-à-dire est-ce que il y a une analogie avec des cartes de cœur, de pique, de trèfle, de carreau, les cartes classiques, hein, traditionnelles. Donc voilà, on a des petits symboles, illustration principale. Là ici dans lui l'oracle du soleil, c'est pareil, on va avoir le titre en bas, on a un numéro en haut, et puis on a pareil des petits inserts planétaires et zodiacaux, astrologiques. Voilà, donc on sait tout de suite un petit peu de quoi ça parle. Là par exemple ici on a très peu de choses, hein, on a juste l'illustration et même pas de cartouche, hein, juste le nom écrit en bas. Voilà, donc c'est simplement voilà, de jeter un peu un œil à maintenant ce qui compose simplement chacune des cartes. Parce qu'effectivement, quand il va y avoir des différences sur la structure de certaines d'entre elles, comme on a vu avec effectivement la carte du mât ou de l'Arcane 13 dans le tarot, ça peut être aussi significatif de certaines choses. Si l'auteur ou l'autrice a décidé de ne pas mettre certains éléments sur des cartes alors que c'est présent sur les autres, ça a peut-être du sens. Alors c'est dommage, je n'ai pas ici, mais par exemple, dans les arcanes mineures du tarot de Marseille, vous avez des cartes pareil, qui vont avoir des différences par rapport à d'autres. Donc là, amusez-vous. Vous allez voir, par exemple, que les deniers n'ont pas de numéro. Voilà, donc ça, c'est des petites choses un peu rigolotes à regarder. Ensuite, ce qu'on peut regarder dans l'étape suivante, c'est de voir est-ce qu'il y a une structure, cette fois-ci, au jeu. Pas aux cartes, mais vraiment au jeu. C'est-à-dire que là, par exemple, de nouveau, si je prends l'Eloquentium ou je prends le jeu d'Yagel Didier, on n'a pas spécifiquement de structure puisqu'il n'y a pas, on n'a pas de numéro, par exemple. Donc là, si vous prenez le Yagel Didier, vous allez chercher, par exemple, en termes plus alphabétiques. Vous voyez, on va regarder un petit peu dans l'ordre des cartes, est-ce que ça raconte quelque chose. Là, pour l'Eloquentium, c'est pareil. On va regarder s'il y a une structure qui se dégage ou pas. Est-ce qu'on a des cartes qui vont représenter certains animaux qui sont directement présents. Là, voilà, on a des petites bestioles qui se baladent, alors que ici, on va avoir simplement un élément naturel. Donc, on va essayer de voir, pareil, là, ici, on a soudainement, on a quelque chose qui apparaît qui est plus de l'ordre de l'humain, parce qu'on a un bateau. Donc, on va essayer de regarder quelles sont les structures, comme ici, là, de nouveau, c'est très humain. Là, ici, c'est céleste, comme ici, on avait la foudre. Donc, on essaye de voir s'il y a une structure qui se dégage de ça. Si vous avez votre tarot de Marseille, vous allez voir que vous avez les arcanes majeures d'un côté. De l'autre côté, vous allez avoir les arcanes mineures, dans lesquelles on a quoi? Les honneurs et les numériques. Voilà, donc on essaye de voir un petit peu ce qui apparaît. Là, par exemple, dans le petit Lenormand, les petits Lenormand, ils ont une structure qui est assez basique, hein, parce que on a simplement
nos cartes qui sont rangées par ordre de chiffres. Donc voilà, simplement vous allez voir vos cartes un petit peu dans quel ordre, par quoi on commence, qu'est-ce qui passe après. On n'a pas une structure extraordinairement élaborée, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. On sait qu'on va commencer par la première qui est le cavalier, on termine par la 36e qui est la croix. Et puis on peut essayer de les mettre dans l'ordre et de voir ce que ça raconte du début à la fin. On commence par exemple par la première qui est un grand élan, qui est l'élan du démarrage, du départ. Et puis on va terminer par la 36e qui est la croix, voilà, qui va être le sacrifice, qui va être le fardeau, qui est le point final. Donc on essaye de regarder un petit peu voilà, les choses qui nous inspirent, les choses qui nous parlent. Je vous ai dit une bêtise, pardon, sur le Yagel Didier. On a des chiffres, on a des chiffres mais qui apparaissent très très peu. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de ne pas regarder les chiffres, mais c'est vrai qu'on les a en fait ici. Hein. On les a en haut, en tout petit. Alors, moi j'ai pas une bonne vue, donc c'est vrai que pour moi le doré c'est pas un truc que je vois super bien, malheureusement. Là, par exemple ici, là, accrochez-vous pour arriver à le voir, c'est vraiment pas fastoche. Et voilà, donc on essaye de regarder un petit peu les choses qui nous parlent. Là, moi, forcément, je suis astrologue, donc ça, ce jeu-là, par exemple, me parle plutôt bien. Ils sont rangés par catégorie planétaire. Là, vous avez, par exemple, une carte de la Lune. Vous en avez une autre, une carte de la Lune. Donc, on sait que celle-ci est la 4e de la famille de la Lune. Celle-ci est la 6e de la famille de la Lune. Simplement parce qu'elles sont rangées par planète et ensuite par signe. Et là, par exemple, on est dans la Lune Cancer. Le Cancer, c'est le 4e signe, voilà, en relation avec la Lune. Donc, qu'est-ce que peut donner la Lune quand elle entre dans le Cancer? Ça va nous donner l'amitié. Alors que quand la Lune entre dans le signe de la Vierge, qui est le 6e signe, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner la notion d'ordre. Voilà. Donc c'est simplement d'essayer de voir un peu à la volée ce que ça peut raconter dans la structure. Ça, ce sont des choses qui parfois peuvent avoir du sens quand les jeux ont vraiment été faits de manière structurée. Mais quand vous avez des jeux qui ne sont pas structurés, simplement laissez-vous porter, vous posez pas de questions. Si vous avez utilisé par exemple déjà l'Oriacle, qui est un de mes autres jeux, vous avez vu qu'il n'y a pas de structure interne au jeu. Je voulais qu'il n'y ait pas de structure. Par contre, il y a des petites mini sous-structures à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez avoir 4 cartes qui vont représenter les saisons, vous allez avoir des cartes qui vont être pour catégoriser les âges ou pour catégoriser les éléments, ou voilà, donc on a des natures de cartes qui vont se retrouver, donc il n'y a pas nécessairement une grande structure dans le jeu, mais on peut retrouver tout un tas de petites structures. Et ça, c'est très important d'arriver à les identifier avant même de regarder le livret. Foutez-vous le livret de côté, vous vous rendrez service. Allez-y d'abord vraiment à l'observation. Qu'est-ce qui pour vous fait du sens? Qu'est-ce qui pour vous apparaît? Enfin, moi, je me souviens quand j'ai abordé le Béline pour la première fois, l'astrologue en moi s'est dit, mais c'est incroyable parce qu'il y a une structure à l'intérieur que moi je voyais et que les autres ne voyaient pas. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être moi, on verra, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vu. Et en fait, j'ai constaté que non, c'était un truc qui n'était pas du tout abordé, qui n'était pas du tout expliqué dans les ouvrages ou autres. Et si je m'étais contenté des ouvrages, je l'aurais peut-être pas vu. Donc c'est toujours intéressant, voilà, d'y aller aussi à qu'est-ce que ça me raconte, qu'est-ce que moi je vois, pas ce que l'auteur forcément a voulu en dire, mais qu'est-ce que moi je capte et je suis capable de décrypter, parce qu'il y a des choses qu'on va voir que, effectivement, d'autres vont peut-être ne pas avoir vu, et que ça, c'est quelque chose qui est important aussi, que j'explique beaucoup dans l'application intuitive des jeux. C'est qu'il y a des auteurs qui ont créé des jeux et qui ont mis des choses dedans, un peu comme, vous savez, Sartre, quand il se rend à la Sorbonne de manière incognito et qu'il regarde, il assiste discrètement dans le fond de la salle à un cours où on étudie son texte, et il ressort de la Sorbonne en disant, dis donc, si j'avais su que j'avais mis tout ça dans mon texte. Donc en fait, l'idée en arrière-plan, c'est parfois on peut mettre des choses qui n'ont pas de sens pour nous, qui n'étaient pas la cause d'une volonté première, de quelque chose qui a initié notre mouvement, mais qui pourtant existe à l'intérieur. Et puis à cet endroit-là, d'autres personnes vont en faire la découverte. Alors est-ce que c'est un pur hasard? Auquel cas on s'en fiche, si ça fait du sens pour la personne, c'est important. Ou est-ce qu'il y a une influence en arrière-plan qui est causée par je sais pas, l'inconscient collectif ou des influences planétaires ou peu importe, vous voyez? On s'en fiche. L'important, c'est est-ce que c'est révélateur aux yeux du praticien, auquel cas ça peut avoir du sens pour lui et ça peut prendre une utilité dans ses tirages de cartes, dans son usage, dans sa manière de décrypter les cartes. Ça peut avoir du sens. Donc tout ça, laissez-vous porter un petit peu vraiment par ce qui vous vient. L'étape suivante, c'est une étape qui est extraordinairement importante et qui malheureusement est totalement zappée par la majorité des personnes, simplement parce qu'on n'en a pas l'idée. Mais pourtant, c'est très 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 important. Vous prenez votre jeu et puis vous allez simplement regarder vos cartes et vous allez dedans essayer de trouver 3 cartes
ces 3 cartes minimum. Peut-être que vous allez en trouver que 2, c'est possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Et parfois, on va en avoir un peu plus. Quand vous regardez votre jeu, essayez de voir quelle est la carte pour laquelle vous avez tout de suite, sans réfléchir, un coup de cœur. Directement, vous la prenez, vous la mettez de côté. Et on y viendra ensuite. Ensuite, la deuxième carte, vous allez chercher une deuxième carte, qui est la carte qui vous révulse, la carte que vous rejetez, la carte que vous n'aimez pas du tout. Et c'est pareil, vous la mettez de côté. Et une troisième carte sur laquelle vous restez, donc celle-ci c'est possible, c'est pas obligé mais c'est possible. Quelle est la carte qui vous laisse dubitatif, que vous avez l'air de ne pas comprendre? Quand vous la voyez, vous dites, alors celle-là, vraiment je pige pas grand-chose. La première carte, la carte que vous avez préférée, vous allez la regarder. Et là, par exemple, moi, je vais essayer de prendre la carte que moi, je préfère. Bon, j'aime beaucoup le soleil. Je trouve que c'est une carte qui est hyper chouette. Ça fait partie un peu de mes favorites. J'aime bien l'étoile aussi. Je suis pas très original, évidemment. Si, peut-être le mât. Si, je pense que le mât, c'est quand même ma préférée, parce que je trouve qu'elle est hyper symbolique du tarot. Donc, on va dire celle-ci, c'est ma préférée. Et puis ensuite, la carte que je vais le moins aimer, la justice. Alors, bon, je suis un petit peu biaisé, parce que c'est une question d'expérience. La justice apparaît très fréquemment dans les tirages pour dire non. Voilà, quand vous avez une question, vous avez une volonté, quelque chose qui est important pour vous, c'est non. Mais même physiquement, elle me donne un sentiment d'oppression. Elle a les bras qui sont chargés, elle est assise pas très confortablement, elle a les yeux bandés. Et ça me donne quelque chose de très austère et de très un peu rigide, et j'aime pas, je suis pas fan. Et quelle est la carte potentiellement qui pourrait être pour moi dubitatif? Alors, qui pourrait me laisser dubitatif. Aujourd'hui, j'ai plus de cartes qui me laissent dubitatif. J'ai plus de problème avec ça. Heureusement, j'ai écrit quand même 2 bouquins sur le sujet. Si j'avais des cartes qui me parlaient plus, ça serait compliqué. Mais par contre, j'ai eu vraiment des difficultés pendant très longtemps avec ces 2 cartes-là, qui étaient très très compliquées pour moi. Après, j'ai compris pourquoi elles étaient compliquées pour moi. C'est parce que c'est les 2 seules cartes du tarot dans lesquelles on n'a pas d'humain. Voilà, on n'a que des animaux. Donc, c'était très compliqué pour moi d'arriver à me projeter. J'arrivais pas à comprendre, en fait, ces cartes-là. Donc, ce que vous faites, 3 étapes. La première étape, votre carte préférée. Essayez de voir pourquoi vous l'aimez. Moi, je l'aime bien lui parce que je l'imagine comme sur des rollers ou sur des patins à glace, et je l'imagine glisser sur le sol et il va super vite, et j'ai cette sensation de vitesse. Et moi, j'aime bien que les choses ne traînent pas en longueur. J'aime bien quand les choses se font rapidement. Pardon si vous entendez du bruit en arrière-plan. J'ai Merlin qui est en pleine séance de zooming. Il est en train de péter un plomb. Voilà, il dérape partout, c'est un bonheur. Et en fait, voilà, j'aime bien En fait, voilà, je parle de ça et j'ai le chat à côté qui est en train de faire exactement ce que je vois sur la carte. C'est-à-dire de courir partout et de déraper comme un dingo. Voilà, donc ça, moi, c'est quelque chose qui va me donner une sensation d'exaltation. Ça va vite, c'est frais, j'ai le vent dans les cheveux que j'ai de moins en moins, diantre. Donc, ça me donne un sentiment de liberté très agréable. Ensuite, l'autre, voilà, comme je disais, elle a cette sensation d'être un peu engoncée, de porter beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, les yeux fermés, elle voit pas où elle va. Enfin, c'est très compliqué, il y a quelque chose de très embarrassé et ça me dérange. Ça, c'est intéressant parce qu'on va voir un petit peu pourquoi on aime et pourquoi on n'aime pas. Le problème, c'est que parfois, quand on va faire des tirages, on va avoir besoin aussi que ces cartes puissent sortir pour des réponses négatives ou pour des réponses positives. À un moment donné, elle va peut-être sortir pour nous donner une réponse qui va être un non, c'est pas bien, c'est pas bon, ça se passe pas bien, c'est pas correct. Alors que si moi je reste avec mon idée de elle est super parce que c'est une carte de liberté, bah peut-être qu'à un moment donné je vais passer à côté en fait du véritable message. Pareil pour elle, si moi je la vois que négativement parce que dans mon histoire et dans mon expérience c'est quelque chose qui est pas sympa, le moment où elle va sortir justement pour dire oui, administrativement c'est bon, le papier il est signé, c'est officiel, le contrat il est prêt, ton rendez-vous avec le DRH il va se faire, et que moi je garde en arrière-plan cette espèce de phénomène de teinter la carte d'une influence négative, je vais peut-être passer à côté du message, voyez. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi c'est le phénomène de scotomisation. Scotomisation, ça veut dire qu'il y a une information qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas ou qu'on ne sent pas, et on est biaisé. Et on a besoin de, entre guillemets, débiaiser. Ça se dit pas vraiment, on a besoin de rectifier notre travers, notre scotomisation. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la carte qu'on aime et on va essayer de chercher volontairement des choses que on n'aime pas dedans. Quelles sont les choses qu'on n'apprécie pas? Moi, je suis quelqu'un qui aime les animaux, mais j'aime aller vers l'animal. Quand vous avez un animal qui vous court après, généralement, c'est pas bon signe. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience étant gamin où je me suis fait croquer le bras par un gros berger allemand. J'ai pas eu une bonne expérience de ça.
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réglé parce que voilà, j'ai pu bosser avec des animaux dans les refuges pendant pas mal d'années, donc c'est quelque chose qui est réglé, mais c'est quelque chose qui existe quand même dans mon histoire. Et je peux dire, bah tiens, j'ai le risque aussi quelque part peut-être d'aller me faire niaquer le cul par... tiens, c'est rigolo, je parle de ça, c'était quelque chose que j'avais oublié, mais je me suis aussi fait pincer le cul par des oies. Vous savez, on va visiter les fermes quand on est gamin avec l'école. Et effectivement, je me suis fait poursuivre par une oie, donc c'était très drôle pour tous les autres qui ont assisté à cette espèce de scène digne d'un gag de Benny Hill. Pour moi, c'était beaucoup moins rigolo. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose que je pourrais voir potentiellement ici. De l'autre côté, qu'est-ce que je peux voir de sympa là-dedans? J'aime quand les choses sont carrées, j'aime quand les choses sont droites, quand les gens sont précis, quand les méthodes sont détaillées, quand les protocoles sont respectés. Ça, c'est quelque chose que je vois là-dedans. En fait, l'idée, c'est de faire un peu, par exemple, pour les aficionados de Harry Potter, c'est de faire un petit peu le ridiculus sur l'épouvantard. Vous voyez, c'est de transformer quelque chose qui fait peur en quelque chose d'agréable et quelque chose d'agréable en quelque chose qui peut être négatif également. Pour simplement nous permettre de neutraliser. Quand je dis neutraliser, c'est juste en fait de remettre la balance sur quelque chose d'égal et qu'on ne fasse pas du favoritisme quand vous avez vos enfants. C'est mieux quand vous évitez de faire du favoritisme sur l'un d'entre eux et que vous dénigrez l'autre. Bah là, c'est pareil avec vos cartes. Chaque carte va être un enfant. Il faut arriver à les aimer pour ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être et peut-être ce qu'ils ne sont pas également. Et pour ça, on va se donner à soi-même un petit coup de pouce en essayant de tordre la vision qu'on a d'eux pour essayer de voir tout ce qu'on ne perçoit pas au premier plan. Pour les cartes qui ne nous inspirent pas, il y a une réponse à court terme et il y a une réponse à long terme. La réponse à court terme, elle va être très simple. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'on va sortir le bouquin de l'auteur. Et on va essayer de voir c'est quoi la volonté qu'il a voulu mettre dedans. Et à cet endroit-là, soit on est OK avec lui et on a compris, et effectivement on se dit, ah bah ouais, tiens, c'est vrai, c'est con, ça je l'avais pas vu, mais c'est vrai que ça a du sens. Ou alors on se dit, en fait, c'est drôle parce que ça me parle pas du tout, je le vois absolument pas comme ça. Et le fait que la personne nous ait donné une vision avec laquelle on n'est peut-être pas d'accord, ça va commencer à nous donner une définition sur la carte. Ça va peut-être pas nous dire ce que ça veut dire, mais ça va nous dire en tout cas ce que ça ne veut pas dire. Là, on va dire, ah non, non, moi ça par contre, je suis pas d'accord du tout avec l'auteur. Ça, moi, ça me parle pas, c'est pas du tout le sens que je lui donnerais. D'accord, mais donc dans ce cas-là, si tu ne donnerais pas ce sens-là, qu'est-ce que ça donnerait d'autre? Donc ça, c'est la réponse à court terme. La réponse à long terme, c'est simplement que ces cartes-là vont avoir du sens à l'utilisation quand vous allez faire des tirages, donc on va en parler. Là, maintenant, ça va être la prochaine étape. La prochaine étape, c'est on va faire des tirages et on va essayer de voir ce qui se passe. Donc maintenant, une fois que vous avez vu vos cartes, on va commencer à faire des premiers tirages. Et les premiers tirages, on va en faire quoi? On va pas faire n'importe quoi, on va pas partir dans le vide. Moi, je vous propose le premier tirage qui va être le plus intéressant, c'est comment je me sens tout de suite maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de vivre tout de suite maintenant dans ma vie? Et vous allez brasser votre jeu. Donc ça va être au regard évidemment de ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez aller piocher votre première carte. Alors je vais vous donner aussi une information. Vous allez aller chercher votre première carte qui va représenter ce que vous vivez tout de suite maintenant, en ce moment dans votre vie. Là, on a plusieurs manières de faire. En réalité, on a 3 manières de faire. La première, c'est celle que je préfère, c'est au toucher. C'est-à-dire, je vais toucher les cartes, je les regarde même pas. Hein. Quand je fais ça, je détourne le regard ou je ferme les yeux. Et je vais sentir dans mes mains, je dis, ah tiens, voilà, ça va être cette carte. La deuxième manière, c'est visuellement, je regarde les cartes et je me dis, est-ce qu'il y en a une qui m'interpelle? Par exemple, celle-ci m'interpelle. Et la dernière, je sais que certains d'entre vous aiment bien faire ça. J'ai une de mes élèves qui adore faire ça. Coucou Nadia, au passage. C'est quand on étale les cartes et simplement vous passez votre main au-dessus et vous allez peut-être sentir énergétiquement que, ah, c'est par là qu'il faut aller. Et ensuite, quand vous retournez vos cartes, vous allez voir celle qui est pour vous la plus pertinente, la plus parlante, celle qui va avoir le plus de sens actuellement dans votre vie ou sur le moment même. Voilà. Et quand vous allez regarder vos cartes, vous allez vous dire, ok, quelle est celle dans laquelle je me retrouve le plus? Quelle est celle qui est la plus représentative de ce que je suis en train de vivre actuellement dans ma vie ou dans ma journée? Ça dépend de la manière dont vous tournez la question. Est-ce que vous voulez savoir ce que vous vivez là tout de suite maintenant à l'instant T au moment où vous jouez avec vos jeux, ou est-ce que c'est actuellement globalement dans votre vie? Ouais, certains seront, parce que certains sont cerveau droit, d'autres sont cerveau gauche, donc certains vont être intéressés par la globalité, d'autres sur la fractalité. Voilà, ça c'est vraiment une question de personnalité, c'est selon votre envie du moment. Moi, j'aime beaucoup, ça c'est un petit truc que je peux vous donner aussi, une petite astuce. J'aime bien quand j'ai une activité spécifique au cours de la journée, je fais un truc particulier, par exemple, je suis en train de cuisiner, ou je vais à la salle de bain, ou n'importe quoi.
À ce moment-là, je vais prendre le jeu qui est nouveau et je vais dire, ok, montre-moi la carte qui représente ce que je suis en train de faire. Et pareil, je le fais avec les 3 manières et ça va me permettre de voir, selon la carte qui est la plus pertinente, quel est mon mode de fonctionnement là, sur le moment, et de voir comment le jeu répond à ça. Là, par exemple, j'aurais effectivement tiré cette carte-là alors que j'allais à la salle de bain pour prendre ma douche. Effectivement, c'était très clair pour moi. Alors que là, par exemple, tout de suite maintenant, je suis assis sur mon fauteuil, je suis en train de vous présenter des choses, je suis en train de vous parler de quelque chose qui est un sujet que moi je bidouille déjà depuis pas mal d'années. Je suis plus dans un état de ma maîtrise et de présenter ça. Je me ressens plus, par exemple, là tout de suite sur l'empereur. Donc ce qui était pour moi fonctionnel, c'était en ce moment-là, c'était le fait de regarder les cartes et de me dire « Ah tiens, c'est par là que je veux aller ». Donc ça, c'est un bon moyen de déjà découvrir tout de suite sur le moment quel est votre mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, il peut changer avec le temps. Au cours même d'une journée, vous pouvez varier, simplement parce qu'on n'est pas toujours sur le même rythme cérébral, on n'est pas toujours dans le même état émotionnel ou dans le même état énergétique, et ça peut varier. C'est pour ça que moi je recommande à mes élèves, pour ceux qui sont professionnels et qui font des tirages pour des clients, avant que le client arrive, faites toujours votre vérif. Mais en réalité, si vous faites des tirages même pour vous-même, faites toujours une question de vérification en amont, d'accord ? Une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous allez pouvoir travailler sur vos jeux, mais sur la durée. C'est là où ça va être un petit peu plus long. C'est que tous les jours, vous allez faire votre tirage. Donc, vous allez vous demander qu'est-ce que je vis là tout de suite maintenant. Voilà, vous allez faire votre tirage au toucher, votre tirage au visuel, votre tirage à l'énergétique. Et vous voyez ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Laquelle est la plus cohérente? C'était sur quel mode opératoire vous remettez le jeu. Et maintenant, vous allez poser une question, où vous pouvez poser 2 questions. Moi, j'aime bien le 2 questions, parce que j'aime bien toujours la dualité, cerveau droit, cerveau gauche. Au cours de cette journée, qu'est-ce que je vais vivre physiquement? Qu'est-ce qui va se produire réellement, concrètement pour moi? Et le magicien en train de présenter ses outils sur la table, je ne peux pas faire mieux. Hein. Je suis vraiment en train de vous présenter visuellement ce que je suis en train de vivre. Forcément, je ne peux pas être plus clair. Et comment je vais me sentir à la fin de la journée? Quel sera mon bilan? C'est quoi mon bilan de fin de journée? Comment je peux me sentir? Voilà, le lion, très bien. Qu'est-ce que ça me donne comme impression quand je vois le lion? Il y a quelque chose qui brille, il y a quelque chose de fort. C'est une journée où je suis censé en plus là beaucoup bosser parce que j'ai plein de vidéos à faire aujourd'hui pour préparer des cours sur le site. Donc voilà, là je fais ça et tout de suite, je prends un carnet, un cahier, prenez-vous un calepin, un truc qui soit un peu précieux pour vous, que vous avez envie de garder longtemps. Et vous allez noter la date du jour. Vous notez le mode opératoire que vous avez utilisé. Est-ce que vous avez fait tirage en regardant les cartes, tirage en touchant les cartes, tirage avec l'énergie? Quelle est la question que vous avez posée? Quelle est la carte que vous avez tirée? Et quelle est l'interprétation que vous avez donnée tout de suite sur le moment? Vous faites ça pour vos 2 cartes. Et le soir, quand c'est terminé, vous revenez dessus. Et soit vous avez eu bon, vous avez eu juste, auquel cas c'est parfait, vous entourez en vert, vous soulignez en vert, vous faites un truc avec un stabilo, un truc qui donne le message à votre cerveau que ça c'était bon, on ancre, on retient cette signification. Et si l'interprétation que vous avez donnée n'était pas juste, vous pouvez le surligner en rouge et vous allez renoter en dessous la bonne interprétation. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais moi, je connais peut-être pas l'interprétation, je sais peut-être pas, j'ai peut-être pas le sens de cette carte quand je lis dans le livret, ça me parle pas, ça a pas de sens. On s'en fout, c'est pas important. Posez-vous la question inverse. Qu'est-ce que vous avez vécu aujourd'hui et comment vous vous êtes senti à la fin? Et vous le notez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir que ces interprétations, elles vont rejaillir de nouveau. Pas tout à fait peut-être exactement de la même manière, mais peut-être d'une façon un peu approchante. Et tirage après tirage après tirage, à chaque fois que vous allez tirer ces cartes-là, vous allez voir que cette signification, elle va devenir de plus en plus présente et de plus en plus prégnante. Et ça, c'est la véritable signification de cette carte pour vous, dans votre mode de fonctionnement. Donc là, on fait en fait un apprentissage où on laisse la carte nous expliquer ce qu'elle a à raconter. Et ça, c'est une étape essentielle parce qu'on passe notre temps à parler à la place des cartes au lieu de simplement nous taire et écouter. Et le fait de faire cet exercice-là, je peux vous assurer que les cartes, elles ont des milliards de choses à vous raconter et que c'est absolument fantastique à écouter. Moi qui travaille avec le tarot de Marseille depuis, mon Dieu, 30 ans maintenant, plus de 30 ans, oui, parce que j'arrive quand même sur 39 ans, donc oui, forcément, j'ai eu mon premier jeu à l'âge de 7 ans. Comment vous dire que
je les ai laissés raconter des choses, énormément de choses. Je suis capable de prendre n'importe quelle carte et de vous dire quel est son plat préféré, quelle est la couleur qu'il déteste, quel est l'événement qu'il a vécu dans sa vie qu'il a adoré plus que tout au monde, parce que j'ai laissé raconter, justement, par ces tirages-là. J'ai des carnets, j'ai des cahiers remplis, mais mon Dieu, j'en ai partout, plein dans les coffres. Faites cet exercice-là. Je peux vous assurer qu'aucun jeu n'aura plus le moindre secret pour vous. Et ça, c'est un très bon moyen pour vous d'aborder un nouveau jeu que vous venez d'avoir. Après, il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser, mais je pense que c'est déjà une très bonne base. Voilà, je vous laisse vous amuser avec vos nouveaux jeux, explorer, et puis si vous avez aussi peut-être des recommandations de nouveaux jeux que vous avez eus sur Noël et qui vous ont particulièrement parlé, ou au contraire qui ne font pas forcément de sens pour vous, vous avez peut-être du mal à l'aborder, n'hésitez pas en commentaire à mettre un petit mot. Moi aussi, je suis très preneur des nouveaux jeux parce que j'explore toujours, hein, quand même. J'ai ma collection est aiguë qui me suit toujours. Donc, j'aime bien toujours les nouveaux jeux. Donc, n'hésitez pas à partager vos découvertes si il y a des petites pépites que vous avez trouvées quelque part. Je suis preneur. Je vous souhaite une belle découverte. Je vous dis à tout bientôt et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!